Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Patrick Kachi s'est entretenu avec son homologue du Congo, Brazzaville. Ils ont évoqué le renforcement de la coopération entre leurs pays. Avant ces échanges, le chef du gouvernement ivoirien a reçu le directeur général du groupe AXA, spécialisé dans l'assurance. La structure va investir dans le secteur de la santé. La semaine nationale de la propriété a été lancée aujourd'hui dans la commune d'Abobo. Elle démarre le 1er août prochain jusqu'au 6 août à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La localité s'active pour faire peau neuve en prélude à la fête nationale. Comment stopper le phénomène d'effondrement d'immeubles, notamment dans le district d'Abidjan? Le sujet est au cœur des débats organisés par la première université de l'immobilier. Le conférencier, le ministre Bruno Koni-Nabanye, recommande le strict respect des règles de construction. La question fait débat, on en parle dans le dossier BDC, le projet de loi proposé par un élu de la nation sur la polygamie optionnelle en Côte d'Ivoire. Le sujet alimente l'actualité, mais que disent au juste les hommes de Dieu et guides religieux sur la question? Les défenseurs de la tradition se prononcent également dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par la primature où le Premier ministre Patrick Kachi s'est entretenu avec son homologue du Congo, Brazzaville. Ils ont évoqué le renforcement de la coopération entre leurs pays. Mais avant ces échanges, le chef du gouvernement ivoirien a reçu le directeur général du groupe AXA, la structure spécialisée dans l'assurance, ambition d'investir dans notre pays, notamment dans le secteur de la santé, nous rapporte Alexis Ouredraogo. C'est l'une des retombées de la récente mission du Premier ministre au Forum économique mondial de Davos en Suisse. La visite en Côte d'Ivoire du patron du groupe AXA, spécialisé dans l'assurance. Le pays est en grand développement, notamment sur une partie qui nous concerne beaucoup, la santé, et on veut vraiment discuter ensemble qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour développer la santé en Côte d'Ivoire. Depuis sa création en 1985, le groupe s'est imposé comme une référence mondiale présente dans 64 pays avec près de 107 millions de clients. On a certainement un grand focus sur la santé en Afrique en général. On a commencé ça à l'époque en Égypte, en Nigeria aussi, avec un système qui dépasse l'assurance parce qu'on a créé des cliniques pour vraiment soigner les patients complètement. Et ça a beaucoup plu aux patients et en plus, on aide les pays de construire une partie de l'infrastructure médicale. Autre audience, un peu plus tard en journée, c'est accordée à Anatole Koliné Makosso, Premier ministre congolais. Invité à assister à l'inauguration de l'Agropole Nord mercredi dernier à Sinématiali, le chef du gouvernement congolais veut s'inspirer de l'expérience ivoirienne pour optimiser la réussite de ses projets agricoles et ainsi assurer la sécurité alimentaire ainsi que la transformation des productions congolaises. Au moment où notre pays engage une transition économique qui consiste à partir du tout pétrole à une économie diversifiée, la Côte d'Ivoire nous semble être l'exemple même à suivre pour réussir cette transition économique. J'ai été frappé par l'initiative ivoirienne de l'Organisation des États généraux avec l'accompagnement de l'UNESCO et nous avions lancé aussi ce chantier. J'avais besoin quand même que nous puissions échanger sur la manière dont cette initiative a été conduite. Le Congo entend ainsi réduire sa dépendance aux importations de denrées alimentaires et accroître les exportations de production agricole. La destination et Côte d'Ivoire intéresse aussi des opérateurs économiques allemands. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka-Awele, a reçu la visite d'une délégation d'investisseurs allemands conduite par le général Philippe Mangou, ambassadeur de notre pays en Allemagne. Et cette visite, vous l'avez compris, s'inscrit dans le cadre d'une prospection pour de futurs investissements en Côte d'Ivoire. Michel Digré. Après sa récente visite à Berlin, en Allemagne, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel reçoit la délégation d'investisseurs allemands.
Des hommes d'affaires conduits par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, le général Philippe Mangou. Plusieurs projets ont été abordés lors des échanges dans le domaine de la santé, la construction, la production de caoutchouc. Pour nous, il est clair qu'ici en Côte d'Ivoire, nous avons trouvé un pays dans lequel nous pouvons investir. Faire des affaires pour l'avenir, c'est ce qui compte pour nous. Cette visite répond à la vision du président de la République Alassane Ouattara, qui est de permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une économie forte en attirant plus d'investisseurs. Depuis 2021, nous faisons venir des investisseurs tant de la République tchèque que de la République allemande. Cette fois-ci, nous sommes également venus avec les mêmes investisseurs. Le président du CESEC, le docteur Eugène Akaoulé, a salué l'initiative prise par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne. Le CESEC, en tant que chambre consultative, est disposé à appuyer les différents projets. L'ambassadeur Philippe Mangou, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, qui nous donne cette opportunité d'échanger avec des investisseurs allemands dans tous les domaines. Et incontestablement, c'est une opportunité que la Côte d'Ivoire doit saisir dans sa marche vers l'émergence. Dans les mois à venir, plusieurs autres investisseurs viendront en Côte d'Ivoire rencontrer les autorités compétentes pour de possibles investissements. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, se prépare pour les festivités du 62e anniversaire de son indépendance. La fête nationale aura lieu le 7 août prochain. Les localités s'attellent à se parer de leurs plus beaux atours. La semaine nationale de la propriété démarre le 1er août prochain jusqu'au 6 août, à la veille de la célébration de l'indépendance. Le lancement officiel de la semaine dédiée à la salubrité a eu lieu aujourd'hui même dans la commune d'Abobo, Kraskando. C'est parti pour la 7e édition de la Semaine nationale de la propriété. La Semaine nationale de la propriété se tient chaque année en prélude à la fête nationale. Elle vise à sensibiliser la population sur l'importance de l'amélioration de la qualité du cadre de vie. Il ne faudrait pas que ça soit seulement pour l'indépendance. Il faut que ça soit tous les jours. On doit sensibiliser aussi notre soeur, nos parents autour de nous pour rendre vraiment nos cadres propres. Parce que la propriété est vraiment très très importante pour nous, pour la santé surtout. Pour ce qui concerne notre cadre de vie, bien avant même le 7 août, nous on a pour habitude de tenir sain notre cadre de vie. Étant donné que le 7 août c'est une fête nationale, on s'arrangera à maintenir toujours propre en nettoyant les rues devant nos maisons. La Semaine nationale de la propriété se tient du 1er au 6 août. Cette année, le thème retenu est « Par le civisme, gagnons le pari de la propriété ». C'est une tradition qu'on doit conserver. On ne peut pas être propre sur nous-mêmes, apporter de jolis habits. Dès que vous descendez devant chez vous, il y a des ordures partout. Ça, c'est pas normal. On demande à tous les Ivoiriens de rendre propre là où nous vivons, là où nous travaillons. Ça va diminuer les maladies. Nous allons travailler cette année avec mon collègue, le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Ensemble, nous allons faire cette opération à Yamoussoukro pour la fête de l'indépendance. La cérémonie officielle de la 7e édition de la Semaine nationale de la propriété est prévue le samedi 6 août à Yamoussoukro, suivie de l'opération Grand Ménage spéciale Indépendance. Voilà, continuons d'assainir notre environnement, car c'est assurer aussi notre bien-être, notre santé. Et cette autre question qui préoccupe les Ivoiriens, quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour stopper le phénomène d'effondrement d'immeubles, notamment dans le district d'Abidjan? Le sujet était au cœur des débats organisés par la première université de l'immobilier. Le conférencier, le ministre Bruno Koné-Nabagné, recommande le strict respect des règles de construction, nous rapporte l'enseignant Bakayoko. La question des effondrements d'immeubles reste un débat d'actualité. Les causes sont là, des maîtres d'ouvrage préoccupés à minimiser les coûts, en surfant sur la qualité des matériaux de construction, des entrepreneurs omnibulés par les économies substantielles qu'ils veulent sur le dos du maître d'ouvrage, et les services techniques d'État quelquefois mis à l'index. Bruno Nabagné Koné a réitéré la nécessité d'appliquer la réglementation, une réglementation sans ambiguïté. En Côte d'Ivoire, avant toute construction, les plans doivent être approuvés par un architecte. Et dans le cas des immeubles de plus de 2 étages, le propriétaire qui fait office de maître d'ouvrage doit également être assisté d'un ingénieur conseil
et surtout faire viser son chantier par un bureau de contrôle privé. Je rappelle donc le recours obligatoire à un architecte agrégé pour toute construction en milieu urbain et l'obtention préalable d'un permis de construire, là aussi pour toute construction en milieu urbain. Ce dispositif déjà très serré s'accompagne de plusieurs autres mesures. C'est notamment la réforme du certificat de conformité. Donc ça c'est important pour le rendre obligatoire pour tout raccordement d'un bâtiment à l'eau et à l'électricité. Éviter les effondrements d'immeubles, c'est avant tout une volonté personnelle, résume Bruno Nabagné, Koné. Et espérons que le message sera entendu. Nous partons maintenant pour l'école de police Amadou Gon-Coulibaly de Korogo qui enregistre sa première promotion d'élèves commissaires de police. Après 2 ans de formation, ils sont jugés aptes à exercer leurs fonctions. Ils seront donc affectés dans les commissariats du pays. Mais avant d'être déployés sur le terrain, ils ont reçu leurs épaulettes des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé. Reportage signé Abou Sanogo. École de police Amadou Gon-Coulibaly de Korogo. Double cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes à 29 élèves commissaires de police. Quelle devise avez-vous choisi? Nous voudrions avoir l'honneur de choisir comme devise loyauté, probité, responsabilité. Nous voudrions avoir l'honneur de choisir comme marraine Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Il compose la première promotion des élèves commissaires de police de cette école. Jugés aptes et dignes à exercer la charge de commissaire de police à l'issue de 24 mois de formation policière, ils intègrent désormais la grande famille des officiers de la police nationale. Ces futurs commissaires de police qui ont opté pour la devise loyauté, probité, responsabilité ont reçu leurs épaulettes couronnement de 2 années de formation des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomondé et du ministre de la Communication et de l'Économie numérique représentant leur marraine Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Vagondo Diomondé a invité les nouveaux commissaires de police à la loyauté et à la discipline. Conformément à votre devise, je vous exhorte à être loyaux aux institutions de la République et à ceux qui les incarnent, ainsi qu'envers les populations à travers le partenariat avec celles-ci. Représentant la marraine de la première promotion des élèves commissaires de l'école de police Amadou Gon-Coulibaly de Korogo, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique Amadou Coulibaly les a invités à rester disponibles et à l'écoute des usagers de leurs services. Agent d'application de la loi, vous devez le demeurer sans condition, quelles que soient les difficultés et les tentatives auxquelles vous serez très certainement confrontés. À l'issue, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, a procédé à la pose de la première pierre de la future école de police de Korogo. Autre temps fort de cette double cérémonie, le défilé de la première promotion des élèves commissaires de l'école de police Amadou Gon-Coulibaly de Korogo. Et la lutte contre la vie chère s'accentue en Côte d'Ivoire. Les comités locaux installés sur le territoire national sont mis à contribution. Les premiers responsables viennent d'être formés justement à Yamoussoukro. Le gouvernement octroie une enveloppe de 155 millions de francs CFA pour permettre aux comités locaux de communiquer, de sensibiliser et de veiller au strict respect des mesures arrêtées. Le ministre Souleymane Derassouba les a tous invités à relever tous les défis liés à la lutte contre la vie chère. Kader Sogodogo. L'apport des comités locaux de lutte contre la vie chère est inéluctable. 31 comités au total. Chaque comité est présidé par un préfet secondé par le directeur régional du commerce de sa localité. Ce sont ces personnes ciblées qui sont outillées à Yamoussoukro en vue de la réussite de leur mission. Cet atelier avait pour but de présenter les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement aux différents préfets, de les mettre en mission dans leur région, dans leur localité, pour qu'ils s'assurent de l'effectivité, de l'application des mesures dans leur zone.
L'engagement du gouvernement dans la lutte contre la vie chère se traduit par un chèque de 155 millions de francs CFA en raison de 5 millions de francs CFA par comité. Les attentes sont nombreuses pour le bien-être des populations. Souleymane Diarra y tient. Toutefois, nous ne pouvions atteindre ces résultats si nous, soldats de la lutte contre la vie chère, sommes démunis sans le moindre soutien de notre mandant. C'est donc pour avoir pris la pleine mesure de votre rôle crucial dans cette lutte et des difficultés tant matérielles que financières, dans l'exercice de votre mission, que nous avons sollicité du gouvernement, notamment de M. le Premier ministre Patrick Kachis, à l'effet d'allouer un appui financier. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra entend, à travers le Conseil exécutif de lutte contre la vie chère, avec à sa tête Dr Anis Didi Bakone, sillonner les 31 régions du pays pour la réussite de la mission. On s'intéresse à présent aux activités du président de la COP 15. Alain Richard Donvayi a choisi pour sa première sortie à l'intérieur du pays la Nawa, grande zone productrice de cacao d'où il est lui-même originaire. Eh bien, il a appelé tous les agriculteurs à intensifier la lutte contre la famine. C'était au cours d'une rencontre au siège du conseil régional de la Nawa à Soubré. Sam Conan, notre correspondant sur place. Le président de la COP 15, Alain Richard Donvayi, a Soubré dans la région de la Nawa pour rencontrer les populations. Objectif, expliquer les enjeux de sa mission en tant que président de la COP 15 et par la même occasion sensibiliser les producteurs à une prise de conscience. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on se plaint de la vie chère. On aura beau accuser nos gouvernements, on aura beau accuser nos États, mais les premiers responsables, c'est nous-mêmes. Comment est-ce que nous faisons notre agriculture? Est-ce que nous faisons attention à ne pas gaspiller l'eau? Est-ce que nous faisons attention à ne pas détruire les forêts? Est-ce que nous faisons attention à notre environnement? Mon travail, c'est de faire en sorte que tout le monde dans le monde entier prenne conscience. Le président de la COP 15 n'a pas choisi par hasard Soubré pour sa première sortie à l'intérieur du pays. Il veut d'abord engager ses parents de cette grande zone productrice de cacao dans la réussite de sa mission. Message perçu est 5 sur 5 par les populations. Nous, au niveau de la Nawa, la zone productrice de cacao, je pense que le choix du président n'a pas été un choix hasardeux parce que il faut que la lutte contre la sécheresse doit partir de la région de la Nawa. Toute la Nawa, sans réserve, s'engage. Bien avant ça même, la Nawa s'est engagée à faire des plantes d'arbres pour lutter vraiment contre la désertification. Le président de la COP 15, Alain Richard Donvayi, annonce plusieurs autres missions de sensibilisation sur les néfastes de la désertification et la sécheresse à l'intérieur et à l'extérieur du pays dans les tout prochains mois. Ce sont de petits anges et leur place n'est pas dans la rue. Justement, les enfants de rue ont été visités la nuit dernière par la ministre Nasseneba Touré. L'opération dénommée « Zéro enfant dans la rue » vise à retirer ces enfants et ces anges de la rue et leur apporter une prise en charge sanitaire, psychologique ou socio-professionnelle. 4 sites identifiés ont été sillonnés et à l'issue de l'opération, plus de 200 enfants ont été sortis des rues. Ils seront assistés en vue d'une resocialisation. Didier Nguessan, Godfrey Okamawa. Il est 3h54 ce vendredi du 29 juillet 2022. Dans la fraîcheur de la nuit, des enfants qui dorment à la belle étoile. Ils sont pour la plupart abandonnés par leurs parents et laissés à leur propre sort. 4h39, nous sommes dans la commune de Cocody, aux environs du terminus 81-82 de la Sotra. Ici, les enfants sont réveillés de leur sommeil par la ministre Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour leur apporter assistance. Sincèrement, quand je vous vois sur le terrain comme ça, moi, ça me touche profondément. Vraiment, je vous encourage. Je n'ai pas les moyens, mais je n'ai que ma parole, vraiment, pour vous soutenir. On voudrait que vous soyez nos yeux, que vous soyez nos partenaires. Quand il y a des enfants, que vous nous informez pour que nous puissions récupérer ces enfants, les soigner d'abord, savoir quel est leur problème, voir ceux qu'on peut remettre dans leur famille et puis voir ceux qui n'ont plus de famille, trouver des familles de placement, d'autres qui sont 14 ans, 15 ans, les former
et puis les réinsérer dans la société. Cette opération est éclatée dans plusieurs communes avec des collaborateurs de Nassiniba Touré. Sur le balcon de cette pharmacie dans la commune de Marcory, une dizaine d'enfants, dont des filles, sont invités à rejoindre le cas de ramassage. Certains hésitent, d'autres prennent même la fuite, mais finissent par revenir à la raison. À bord du car, le doute laisse la place à la décrispation. Cette opération qui a permis de sortir plus de 200 enfants des rues en une nuit est pilotée par le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. C'est comme un espoir. D'autres attendaient, ils étaient dans la rue, vous les avez vus. D'autres sont réticents parce que peut-être ils sont déjà allés dans des centres, ils n'ont pas été bien traités. D'autres sont réticents parce que le problème psychologique qu'ils ont eu au départ de la famille n'a pas été traité. C'est un état d'esprit qui s'installe et il n'y a plus de confiance. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail à faire pour éradiquer ce fléau de notre pays. Cette visite médicale, suivie d'un entretien, marque le début de leur prise en charge, ce qui va aboutir à leur resocialisation. Certains retourneront en famille, d'autres apprendront un métier ou reprendront leurs études. La place de ces petits gens se trouve tout simplement à la maison, en famille et non dans les rues. La proposition de loi sur la polygamie optionnelle continue de susciter des débats. Les avis sont partagés. Les hommes de Dieu et guides religieux se prononcent également. Quels sont donc leurs avis sur le sujet? Les défenseurs de la tradition donnent aussi leur position. La polygamie est-elle une pratique ancrée dans nos valeurs culturelles? Polygamie optionnelle, le regard des guides religieux et traditionnels, c'est le sujet du dossier Vie d'ici, signé Serge Pacom Didi, Davis Oyo et Serge Coléa. Centre missionnaire de la parole révélée, un des nombreux lieux de culte de la commune de Cocody. La communauté est en fête ce mercredi 27 juillet 2022. Et pour cause, son guide célèbre un an de plus. Au sein de cette assemblée, on peut remarquer la présence discrète de 4 femmes. Ce sont les épouses du prophète Jean-Pierre Zungrana. Il en a 5, il est donc polygame. Bon, j'ai plusieurs femmes. J'ai plusieurs femmes parce que je ne vais pas te dire le nombre de femmes que j'ai parce que ce n'est pas sûr que la liste soit encore exhaustive. Si je vis avec 5 femmes au moins. Celui qui se fait appeler le messager de l'Alliance explique le sens de sa situation matrimoniale. Une conduite qui lui aurait été dictée par Dieu lui-même. Puisque Dieu m'a demandé de mener cette vie de polygamie à travers laquelle il va me donner des instructions, donc des enseignements, il m'a d'abord mis dans la condition de la sagesse. Aujourd'hui, c'est devenu une vie paisible, comme si je vivais avec une seule femme ou bien si je vivais seul même. Polygamie optionnelle, la proposition de loi du député Yacouba Sangaré interpelle et questionne les religieux dans toute leur diversité. Dieu nous dit, mariez-vous à une femme, à 2 femmes, à 3, jusqu'à 4. Si vous, maintenant, vous avez les moyens. Ça, c'est tellement important. Lorsque vous avez une femme, si vous connaissez une autre femme que vous aimez, alors Dieu dit, au lieu de cacher cette femme, et surtout sa progéniture, il faut légaliser votre union devant Dieu aussi. Si vous pouvez la mettre dans les mêmes conditions qui sont accordées à la première femme, alors, en ce moment-là, Dieu vous dit, vous pouvez y aller. Le projet de loi ne s'accommode pas à toutes les chapelles. L'Église tient sa position de la loi divine, du décret divin qui dit que « Homme, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme et plus d'eux, vous ne ferez plus qu'un. » Désormais, dans cette institution matrimoniale, vous n'êtes plus deux individus, non, mais vous ne formiez qu'une seule chair. Comment peut-on devenir seule chair quand on est 3 ou 4, voire 5? Universitaire, traditionnaliste et grand défenseur des valeurs africaines, le professeur Amoy Urbain nous donne son éclairage sur la polygamie optionnelle. Il ne s'agit donc pas systématiquement de la polygamie.
c'est-à-dire de la polygamie présentée comme une option dans le cadre d'un couple. Si c'est dans le cadre d'un couple, donc il n'y a pas de systématisation, c'est une option. Aussi bien en religion que dans la tradition, le tout réside dans une négociation savante. À preuve, quand même on doit aller prendre une deuxième femme, la communauté, la famille se réunit pour dire « Est-ce que tu as demandé l'autorisation à ta femme ?» Une des raisons de la proposition de l'honorable Yacouba Sangaré est de protéger les femmes qui, selon lui, ont eu des enfants avec des hommes déjà en couple. Il s'appuie notamment sur la modification de la loi sur le mariage qui reconnaît depuis 2019 les enfants adultérins. La loi est censée protéger tous les membres de la société. Il ne faut pas catégoriser les membres de la société. Le législateur doit être courageux d'aller jusqu'au bout de ses idées. À partir du moment où il y a une reconnaissance des enfants adultérins, mais de grâce que les mamans puissent avoir cette possibilité aussi d'être reconnues comme épouses pour mieux encadrer les enfants, pour que demain, ces enfants ne soient pas qualifiés d'enfants de la rue ou des microbes. Dans ce débat, il y a ceux qui rétorquent que la polygamie devrait s'appliquer à tous. Polygynie pour les hommes, c'est-à-dire avoir plusieurs femmes, et polyandrie pour les femmes qui auront le droit de prendre plusieurs hommes. Si moi, en tant qu'homme, je le fais, et si une femme est en train de le faire, nous sommes là dans le domaine de la morale. Mais il ne m'appartient pas de condamner. Il ne m'appartient pas d'apprécier. À chacun son choix. Au départ, tout va choquer. Si par extraordinaire d'autres le font, les gens vont assumer comme des femmes aussi assument la polygamie des hommes. Donc moi je dis, une société évolue et il y aura du tout dedans. Il y aura des femmes qui vont le faire pour dire, je vais montrer aux hommes que je peux m'amuser avec des hommes aussi. Si elles le font, elles vont assumer. Mais ça sera difficile. Comme on peut le constater, les débats sont animés et conduisent parfois à des perspectives qui pourraient bouleverser les habitudes de vie. Pour l'heure, nous en sommes au stade de proposition. Une proposition qui sera certainement passée au peigne fin par le Conseil constitutionnel. Voilà, la polygamie optionnelle, le sujet continue d'alimenter l'actualité. C'était le regard des guides religieux et traditionnalistes, sujet du dossier vide ici, signé Serge Pacom Didi, Davis Oyo et Serge Koléa. Et on n'oublie pas le coronavirus qui continue de nous menacer. La lutte s'accentue. Le directeur général de la Santé, représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a réceptionné aujourd'hui même plus d'1 million de vaccins de type Pfizer. C'est un don du gouvernement américain et ces doses de vaccins permettront à la Côte d'Ivoire, notre pays, de renforcer la lutte contre le coronavirus. Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, a reçu aujourd'hui l'actrice ivoirienne Annie Kelly. Après 11 ans d'exil, Annie Kelly signe ainsi son retour dans son pays. La cinéaste ivoirienne compte maintenant utiliser le canal de l'art pour apporter sa pierre au processus de réconciliation nationale. Serge Pacom Didi, Issa Yeo. Chaude accolade entre la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, et l'artiste et directrice du festival du court-métrage Tapis-Chant, Fika Annie Kelly. Chaleureuse retrouvaille, après 11 ans d'absence, Annie Kelly est heureuse de retrouver sa terre natale. La culture, c'est l'âme de notre peuple. C'est la culture qui fait un peuple. Et je pense que en ce temps, en cette saison, c'est une saison favorable à la réconciliation. Je me tiens à la disposition de ma ministre de tutelle à mon modeste niveau. Si je peux apporter quelque chose, je le ferai avec bonheur. La ministre Françoise Remac ne tarit pas d'éloges envers son hôte. Elle saisit l'occasion pour afficher la volonté du gouvernement de créer toutes les conditions de retour de tous les Ivoiriens dans leur pays. La culture doit apporter sa contribution.
sa contribution d'un point de vue économique, sa contribution d'un point de vue de création d'emplois, sa contribution dans le cadre de la cohésion. Et Annie représente et symbolise toute cette contribution. Annie est toujours une opératrice dans le secteur de la culture. Et donc elle a toujours eu la volonté de faire rayonner la culture avec ce regard économique à travers le FICA qu'elle avait monté à l'époque et qu'elle doit venir continuer de nous présenter, de nous représenter. Elle était déjà visionnaire avec son festival de courts-métrages. Et aujourd'hui, sa place est là. Pour Françoise Remarque, ce retour augure d'un lendemain meilleur pour les jeunes talents dans le cinéma qui bénéficieront sûrement des conseils et de l'expertise d'une personne ressource à la dimension d'Annie Tchelé, annoncée pour être la marraine de la prochaine édition de Clap Ivoire. Voilà la paix d'actualité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Justement, l'Alliance Nouvelle pour la Côte d'Ivoire veut donner un nouveau visage à la région du Gao et en particulier à la ville de Bayota à travers la promotion des valeurs de paix, de cohésion et de développement. Récemment, ce mouvement politique a tenu une conférence de presse pour faire le point des préparatifs de la cérémonie d'hommage qu'elle organise en l'honneur du président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans la région du Gao. Astotori. S'unir pour bâtir. C'est autour de ce slogan que les jeunesses de la localité de Bayota et des villages environnants se sont réunis pour faire le point des préparatifs de la cérémonie d'hommage qu'elle organise en l'honneur du président de la République, Alassane Ouattara. Pour les fils et filles de la région du Gao, il est temps de promouvoir la paix, la cohésion, mais surtout de faire le bilan des actions de développement menées par le président de la République, Alassane Ouattara, dans leur localité. Les jeunes du Gao ont compris qu'il faut aller au développement. Il ne faut pas tourner le dos au développement. C'est pourquoi ce qui a été fait, nous allons nous arrêter et nous allons dire merci au président Alassane Ouattara. Merci à ce grand bâtisseur. La population a répondu massivement à cet appel. Elle se dit prête pour la réconciliation et le pardon pour cultiver le développement dans leur région. Merci au président Alassane Ouattara qui bataille très fort pour que la jeunesse de Côte d'Ivoire soit très unie et heureuse. Il ne faut pas croiser les bras. La lutte, c'est ça aussi. Il faut taper à toutes les portes. Il faut supporter celui qui est au pouvoir pour que demain le développement avance partout. Un président, il est là pour tout le monde. Tout est fin prêt donc pour le 30 juillet prochain, date où se tiendra la cérémonie d'hommage au président de la République. L'Alliance Nouvelle pour la Côte d'Ivoire exhorte la population à participer massivement à cette grande journée de reconnaissance au président de la République. Et on va terminer par la Guinée où les tractations se poursuivent pour déterminer la durée de la transition. Le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, a affirmé hier avoir convaincu les autorités guinéennes de ramener la durée de la transition à 24 mois. Une information non confirmée par les militaires au pouvoir en Guinée qui évoque plutôt 36 mois. Désormais, la Guinée souhaite que les discussions portent sur le contenu de la transition et non sur sa durée. Vous l'avez très bien compris, point final de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain 20h, retrouvez Kolo Koulibaly et moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.